Merci. Donc ma communication va porter sur le titre de la communication « Des ménétriers d'Ancien Régime à nos actuelles associations et écoles de musique, jalons pour une réflexion sur les fondements et les modalités de la transmission des musiques dites traditionnelles ». Je tiens à préciser d'entrée que le thème de la transmission est assez périphérique dans ma recherche actuelle, dans mon actuel projet de recherche. Aussi, j'ai préféré imaginer cette communication comme introductive à nos journées, à ce séminaire. L'activité musicale des ménétriers, qui sont des musiciens historiques que l'on qualifierait aujourd'hui facilement de populaires ou traditionnels, eh bien, cette activité musicale a produit une archivistique assez importante, parmi laquelle on trouve tout d'abord les statuts corporatifs de ces musiciens. Dans les plus grandes des villes, les corporations regroupent les ménétriers d'une même ville et proposent alors un cadre réglementaire au métier. Elles induisent de fait une territorialisation dans l'ancien royaume de France, entre d'une part les villes qui sont éventuellement corporatives et tout le reste de l'espace français, l'espace du royaume si l'on veut, qui n'a pas de corporation. D'autre part, il y a un deuxième niveau de territorialisation qui va apparaître plus tard, quand l'institution du roi des ménétriers va devenir effective à partir du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle. Eh bien, le roi des ménétriers est censé régner sur tout le royaume de France et pour être secondé efficacement dans les provinces, nommé à la tête des provinces des lieutenants. Donc il y a plusieurs niveaux de territorialisation, le royaume, les provinces, les villes corporatives et une immense partie de l'espace français qui n'a pas de corporation. Le deuxième niveau d'archives qui est extrêmement prégnant dans l'étude de l'histoire des ménétriers, ce sont les contrats d'association de musiciens et les contrats d'apprentissage. Et là, nous avons la chance, historiens, vous le savez, de constater que toute la vie d'Ancien Régime a été régie par les notaires. Et quoi que l'on fasse, il fallait passer devant notaire pour faire un contrat. Mais quand on faisait un groupe de musique, quand on prenait un maître, quand un maître prenait un apprenti, on passait devant les notaires et nous avons conservé ces études notariales. Alors, les contrats d'apprentissage, donc, ce sont eux que je vais commencer à examiner maintenant, réunissent les deux parties, ils les nomment le maître, ménétrier, et son apprenti, qui est en général représenté par son père, parce que l'apprenti en question est mineur, enfant ou adolescent. Le contrat a pour but de protéger le maître et l'apprenti d'éventuelles dérives qui sont assez fréquentes. Le contrat fixe la durée de l'apprentissage, très variable, en moyenne en France 4 ans, mais parfois beaucoup moins, parfois beaucoup plus. Ça dépend en fait de l'âge des apprentis, parce que quand on prend comme apprenti un enfant qui est très jeune, on rechigne à lui donner le titre de maître s'il n'a pas atteint sa majorité. Le contrat fixe le montant financier de l'apprentissage pour la famille de l'apprenti, et ensuite toutes les obligations pour le maître. Le maître loge l'apprenti, il le nourrit, il l'habille, il le blanchit, il le soigne médicalement. Parfois, il lui fournit l'instrument, soit en début d'apprentissage, soit en fin d'apprentissage. Et puis, bien sûr, il s'engage à apprendre à son apprenti le jeu d'instrument, le métier de musicien en général. Et s'il a une autre activité professionnelle, c'est ce qui est souvent le cas dans l'espace rural, par exemple, tisserand, ébéniste et autres, à lui apprendre sa deuxième activité professionnelle. Alors, il s'agit ici d'un enseignement interpersonnel direct de type maître à disciple, si l'on veut. Et il y a une expression historique qui est consacrée en France, notamment au XVIIe siècle. On dit qu'un apprenti apprend sous un maître. Donc on sent véritablement cette emprise. L'apprenti partage le quotidien du maître. Il s'initie à ses pratiques professionnelles, il le voit vivre, il vit avec lui d'ailleurs, il chemine à ses côtés, tout en partageant au sein de la maison les tâches ménagères, les activités agricoles, etc. La famille prend en charge l'apprenti comme elle le ferait de ses propres enfants. Il y a donc un rapport très particulier finalement entre maître et apprenti qui a couru du XVIe au XVIIIe siècle. Au-delà de la musique, l'apprenti découvre les secrets de métier, comme on dit. Je n'en ai pas trouvé trace dans les contrats de musiciens, mais j'ai un contrat de marionnettiste qui date de 1645, où le maître marionnettiste s'engage à apprendre à son apprenti les secrets de métier. Et je trouve que l'expression est belle. Plus généralement, l'apprenti apprend avec le maître la vie, le métier et la vie tout court, en tout cas la vie en société. Concernant le statut musical de l'apprenti durant son apprentissage, alors là, les contrats révèlent de fortes disparités. Très souvent, l'apprenti est réduit au silence musical total. Il n'a pas le droit de jouer en public.
Mais parfois, le maître l'autorise à jouer. D'ailleurs, on se demande si dans certains cas, les maîtres ne recherchaient pas des accompagnateurs à peu de frais qui les accompagneraient dans les bals, dans les banquets, etc. Parce que parfois, l'apprenti est payé, effectivement, mais dans ce cas-là, les gains reviennent toujours au maître, jamais à l'apprenti. L'apprenti n'est jamais rémunéré pendant son apprentissage. Alors, l'activité de l'apprentissage a été réglementée par le contrat notarié, mais aussi par les corporations, quand les corporations existent dans les villes, bien sûr. À Paris, dès 1321, on trouve cette réglementation, puis dans les statuts de 1407 et surtout de 1658, qui sont censés régir tout le royaume de France. Sont alors précisées la durée de l'apprentissage, le statut musical et économique de l'apprenti, les modalités d'examen de sa capacité musicale une fois que l'apprentissage est terminé, et l'éventuelle obtention de la maîtrise. Alors cet examen corporatif s'appelle, comme dans le compagnonnage actuel, le chef-d'œuvre. Il a lieu devant les maîtres de la corporation. C'est un examen rituel sur lequel on ne sait pas grand-chose. C'est un rite de passage. Et évidemment, les rituels ne sont pas décrits a priori. Nous avons deux descriptions de ce rituel-là dans les Flandres, l'un à Mons en 1549. On y apprend que les apprentis doivent savoir jouer du hautbois, du cornet, de la flûte et du violon, et jouer 2 airs sur chacun de ces instruments. Cela donne quand même une idée de la compétence musicale des musiciens de cette époque. Et puis en 1676, à Anvers, le candidat doit savoir remonter un violon que les maîtres ont complètement démonté, puis jouer des airs de danse et tenir sa partie dans 3 motets et autres morceaux, des motets. Le ménétrier joue des motets à Anvers. Savant populaire. Dans les villes qui sont dotées d'une corporation, l'obtention du chef-d'œuvre est obligatoire pour accéder à la maîtrise et pour pouvoir exercer librement et publiquement le métier de ménétrier ou, comme on dit encore à l'époque, de joueur d'instruments. En cas contraire, le malheureux apprenti n'a qu'à aller tenter sa chance ailleurs. 8 jours de délai à Toulouse, au-delà de 8 jours, il doit quitter la ville. Mais dans la pratique, les choses sont très peu claires à ce niveau. Est-ce que cela a fonctionné de façon aussi drastique ? Dans un texte de 1695, j'ai trouvé récemment une estimation du nombre de violonistes à Paris. On nous dit qu'ils sont entre 1000 et 1200, ce qui est un gros chiffre. Une vingtaine d'années plus tard, on me donne un chiffre beaucoup plus précis concernant le nombre de maîtres de la corporation des ménétriers et maîtres à danser, c'était une seule et même corporation, 442 maîtres. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 20 ans, se seraient évaporés à peu près 600 violonistes, qui seraient soit des gens qui joueraient de la musique dite savante et pas concernés par les corporations de ménétriers, soit une régression de l'activité violonistique, ce que j'ai du mal à croire, simplement peut-être le fait qu'un certain nombre de gens exercent hors corporation, bien qu'ils jouent de la musique ménétrière. Peut-être que finalement le monopole n'est pas total. Alors, on devine quand même que l'obtention du chef-d'œuvre n'est pas uniquement subordonnée à la maîtrise de l'instrument et qu'une quantité d'autres facteurs rentrent en ligne de compte, notamment des facteurs économiques. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que les maîtres d'une corporation aient cherché à réguler l'offre ménétrière à la demande en accordant, selon les époques, plus ou moins facilement le titre de maître. Et là, ça ne dépend pas du tout de l'apprenti, naturellement, ni de son niveau. D'autre part, la corporation favorise la transmission filiale du métier. Les pères offrent facilement leur situation professionnelle à leurs fils, quels que soient les métiers, et le métier de musicien ne déroge pas à la règle. Quitte parfois jusqu'à dispenser purement et simplement de chef-d'œuvre les fils de maître, ou en tout cas à éviter qu'ils passent des épreuves difficiles et discriminantes. Il faut savoir que dans le corporatisme d'Ancien Régime, en général, la dispense du chef-d'œuvre était prévue. On appelait ça expérience. Ça sonne un peu comme validation des acquis de l'expérience. On attribue alors le chef-d'œuvre sur la seule base de l'expérience, sans examen. Et dans un texte du début du XVIIIe siècle, j'ai trouvé ce jugement péremptoire, mais pas dépourvu de... On dit qu'à ce moment-là, on a affaire à une sorte de demi-chef-d'œuvre. Il y a aussi ce qu'on appelle le privilège. C'est un droit que le roi accorde à certains particuliers d'être reçus maîtres dans les corps et communautés sans y avoir fait apprentissage et sans y être obligés de faire de chef-d'œuvre, mais simplement par expérience. Et ce droit se donne principalement lors de grands événements dynastiques, naissance d'un dauphin, mariage, etc., ou dans le cas d'entrée royale dans les villes. Alors, toujours ce texte du début du XVIIIe siècle nous dit que, donc, autrefois, aucun corps ni communauté n'en était exempt. Ces sortes de maîtres sans apprentissage et sans chef-d'œuvre
sont appelés privilégiés ou maîtres de lettres pour les distinguer des maîtres chef-d'œuvriers. La corporation, c'est un système monopoliste. C'est un système qui gère la pratique du métier, son inscription dans le territoire urbain, et bien sûr, la pérennisation de ce système est assurée par l'apprentissage. L'apprentissage renouvelle générationnellement le métier, fournit de nouveaux contingents, de nouveaux maîtres régulièrement. Il favorise la transmission filiale du métier. Il garantit le contrôle du nombre des maîtres dans une ville, et donc il garantit leur statut professionnel. Il permet aussi au métier de se fermer aux étrangers. Ce que l'on vit dans notre actualité quotidienne n'est pas une nouveauté en la matière. C'est surtout à partir du XVIe siècle que cette fermeture aux étrangers s'est manifestée. Le contexte était alors celui d'une nette reprise économique qui engendrait d'importants mouvements de population vers les villes attractives. La concurrence devint rude et de nombreux prétendants étrangers se manifestèrent, bien sûr. Cette itinérance, qui est définie nouvellement comme du vagabondage, devient alors à l'origine d'un contrôle et d'une répression accrue. Je vous donnerai simplement un exemple parce que le temps m'est compté. Avignon au XVIIe siècle, un contrat d'association entre ménétriers précise que la bande de violon ne doit pas excéder 14 membres, ce qui est déjà pas mal quand même pour Avignon, tant maîtres qu'apprentis, alors là les apprentis peuvent jouer, avec préférence des enfants natifs de la ville aux étrangers. Donc il est clair qu'il y a une préférence, pas nationale, mais municipale. Pour conclure provisoirement, ce système d'apprentissage est mixte, parce qu'à la fois il institue une relation directe, interpersonnelle, intime entre le maître et l'apprenti, et en même temps il constitue la clé de voûte d'un système monopoliste autour de la territorialisation d'une activité professionnelle. Je fais un grand bond dans le temps, je reviens dans nos années du début du revivalisme, mais sans m'y attarder trop, parce que d'autres collègues le feront mieux que moi après moi. Pour les ménétriers qui ont été collectés dans les années 1970 et 80, les situations d'apprentissage ont été assez disparates, je pense, au risque de simplifier à l'extrême, parce que ça mériterait évidemment de s'arrêter dans le détail. Au moins pour ce qui est de la pratique du violon, je pense que l'autodidaxie a globalement primé, en tout cas une formation très légère en tout début d'activité consistant pour le futur ménétrier à prendre ses premières leçons ou ses premiers conseils avant de voler de ses propres ailes. Avec l'enseignement revivaliste des musiques traditionnelles au sein de nouveaux cadres alternatifs, comme les associations par exemple, ou dans certaines structures culturelles, ou bien dans le cadre plus institutionnel des écoles de musique et des conservatoires à partir de la seconde moitié des années 80, nous ne sommes apparemment plus dans le système de cette relation interpersonnelle directe de maître à apprenti. Je dis bien apparemment. On a suffisamment évoqué, à partir du moment où les diplômes nationaux d'enseignement se sont ouverts aux musiques traditionnelles, la différence fondamentale qu'il pouvait y avoir, pour ne pas dire l'incompatibilité parfois, entre d'un côté l'enseignement associatif des musiques traditionnelles et de l'autre l'introduction de ces mêmes musiques au sein de l'institution, ce que Maurice Fleuret avait qualifié de sa fameuse formule « le ver dans la pomme ». Alors sans vouloir entrer dans le débat qui sera beaucoup mieux traité que moi après moi, je pense que cette métaphore de Maurice Fleuret en forme d'opposition ne s'applique pas à deux types d'enseignement mais à deux esthétiques. D'un côté, le temple historique des musiques bourgeoises dites savantes, le conservatoire, véritable bastion pendant plus de 170 ans. De l'autre, plusieurs esthétiques, musique dite ancienne, jazz et musique dite improvisée, musique dite traditionnelle, je dis toujours dite parce que c'est pas clair évidemment, à l'assaut de cette forteresse et encore assez mal vue dans les années 80 et même 90, par une frange peut-être non négligeable du corps enseignant de ces conservatoires et des écoles de musique, formée à l'orthodoxie, et peut-être formé à la reproduire d'une certaine manière. On a alors opposé d'un côté l'écoute, l'imitation, la répétition, la mémorisation comme autant de procédés de transmission des musiques traditionnelles, le tout relevant d'une certaine imprégnation, et d'un autre côté une dimension peut-être plus prescriptive de l'enseignement institutionnel, cette différenciation venant de plus s'appuyer sur l'opposition de l'oral et de l'écrit comme support d'apprentissage. Alors tout cela n'est pas faux. Nous savons que les projets pédagogiques sont assez différents parfois, les dispositifs d'évaluation, l'inscription de la formation dans la vie sociale locale peut séparer effectivement les deux types d'enseignement, mais peut-être que cela mériterait d'être plus sérieusement nuancé quand même, car je me demande si les situations sont fondamentalement aussi tranchées en réalité. Pour ce qui est de la transmission institutionnalisée de la musique dite savante,
est-ce qu'elle introduit à ce point une relation si distanciée et si prescriptive entre l'enseignant et l'apprenant? Personnellement, je n'en suis pas du tout sûr. N'y a-t-il jamais la moindre part d'oralité dans ce type de formation? L'apprenant n'est-il pas lui aussi, quel que soit son instrument, en situation d'observation, d'écoute, de mémorisation, de reproduction par l'imitation et par la répétition? Est-il vraiment à l'écart de toute forme d'imprégnation? Je ne le pense pas du tout pour l'avoir vécu personnellement. D'autre part, le contexte de l'atelier de musique traditionnelle est-il si informel que cela? Et puis, certaines associations importantes, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il s'agit juste d'un rappel historique, ont cherché peut-être à certains moments à imiter le fonctionnement de l'école de musique. Je parlerai du Conservatoire occitan, que je connais bien, évidemment. En 1989, instauration d'un cours de solfège appliqué aux musiques traditionnelles. En 1992, refonte du système d'enseignement en cycle et en cursus. Alors, ce cursus, qui était pensé comme progressif, devait pouvoir durer à peu près 4 ans. Changement assez brutal, évidemment, au sein de l'équipe des animateurs, j'imagine. J'en parle d'autant plus librement que j'en étais plus ou moins à l'origine de ce changement-là. Et donc, afin d'habituer les formateurs à cette académisation, je n'ai pas peur de le dire, mise en place d'une formation de formateurs, alors 3 sessions d'une journée par an, pour faire intervenir des formateurs qui venaient d'enseignement institutionnel, partager leur propre expérience et montrer qu'on pouvait institutionnaliser l'enseignement associatif. Alors ce système n'a jamais réellement fonctionné, rassurez-vous, sur le papier, mais dans la réalité très difficilement. Mais le fait que le Conservatoire occitan ait choisi cette voie est très révélateur à un moment où il était en quête de reconnaissance institutionnelle. En réalité, que l'enseignement soit associatif ou institutionnel, je pense qu'il rentre dans un cadre plus ou moins formel qu'en assure l'institutionnalisation. Et cette institutionnalisation est la condition même de la reconnaissance de ces musiques. Elle est la base de tout projet patrimonial à leur égard. Je viens de rapporter sur une thèse qui sera soutenue en décembre et qui traite de l'institutionnalisation de la transmission des musiques traditionnelles en Inde du Nord à partir des dernières décennies du XIXe siècle et les relations qu'entretient cette institutionnalisation avec la formation directe de maîtres de type maître à disciple, qui est évidemment très prégnante en Inde du Nord également. Outre le fait que cette thèse est tout en nuances, est assez remarquable, et qu'elle montre à quel point la relation de maître à disciple est toujours prégnante au sein de l'institution, y compris à l'université, la candidate met en relation l'apparition de l'institutionnalisation en Inde avec la montée du nationalisme, avec la classicisation de la musique et les débuts de la patrimonialisation musicale. Alors, les associations, les écoles de musique proposent une formation planifiée qui est un aspect formel et forcément distancié, bien sûr, et qui s'inscrit souvent dans un projet patrimonial. La preuve en est dans la nature des instruments enseignés au sein de l'institution, dans les écoles de musique, éventuellement des instruments, essentiellement des instruments régionaux très emblématiques. La guitare gitane, par exemple, aura plus de mal peut-être à s'imposer dans une école de musique languedocienne, par exemple. Alors, quoique la réflexion soit plutôt pessimiste, Henri-Pierre Jeudi, sociologue, a récemment écrit que la patrimonialisation précède en la déterminant la logique de la transmission et de ce fait annule son aventure. Si je devais différencier ces divers systèmes d'enseignement, je le ferais autour d'un côté de la formation planifiée et de l'autre d'une initiation non programmée, qui est ainsi dénommée parce qu'elle relève de ce que l'on appelle l'apprentissage diffus, l'éducation diffuse ou encore l'apprentissage implicite, notion utilisée dans la sociologie actuelle, et qui me semble en tout cas beaucoup plus juste que celle d'imprégnation qui, pour moi, ne fonctionne pas du tout. Alors bien sûr, l'apprenti ménétrier d'Ancien Régime, quand il s'engageait dans son apprentissage, intégrait un système organisé, planifié, contractualisé, mais dans la situation d'apprentissage qui était ensuite très quotidienne, les choses se faisaient de façon très implicite. J'en ai pour 2 minutes, je termine. Ce besoin d'une formation directe, diffuse, de type compagnonique, est encore contemporain. Il s'est manifesté explicitement dans un atelier au cours des Assises nationales de la formation en musique traditionnelle d'Aumont-Aubrac en Lozère en 2003. Et il a fini par produire un dispositif national, semble-t-il intéressant, en tout cas sur le papier, ou sur l'écran, si on veut, sur le site de la FMDT, mis en place par le collectif d'artistes professionnels en musique et danse traditionnelle, organisé par la FMDT en partenariat avec l'ADAMI. Ce dispositif s'appelle Bourse de compagnonnage musical.
Et je lis rapidement la présentation qui en est faite sur le site. C'est un dispositif qui consiste en une transmission entre un artiste européen reconnu du secteur des musiques traditionnelles ou du monde et un musicien professionnel, je cite, dans une relation interpersonnelle hors du cadre habituel du stage ou de la formation initiale. Et on apprend dans ce même texte que rien n'empêche que la formation ait lieu à domicile. C'est tout à fait envisageable, nous dit-on. Alors pour conclure, je dirais que plutôt qu'une opposition autour des critères d'imprégnation ou au contraire de prescription, qui sous-tendent souvent la fameuse dichotomie de l'oralité au contraire de l'écriture, dichotomie qui évidemment n'en est pas une, il me semble que la véritable différenciation se fait plutôt entre une formation planifiée, plus ou moins institutionnalisée, s'inscrivant dans un projet de reconnaissance culturelle, d'inscription, si l'on veut, pour reprendre une notion clé de la patrimonialisation, et de l'autre côté, d'une démarche plus personnelle, plus diffuse, certes programmée et organisée, aujourd'hui peut-être avec des bourses, mais hors institution, davantage dans la rencontre interpersonnelle directe et dans l'établissement d'une relation d'un autre niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Luc-Charles Dominique, pour ce propos qui, effectivement, de par les larges perspectives historiques qu'il balayait, avait valeur d'introduction pour nos débats. Alors, je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle, peut-être aussi des réactions, parce que vous avez vous-même mêlé une approche érudite et chronologique avec des références à des expériences personnelles vécues, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres dans la salle qui demanderont peut-être à s'exprimer à l'occasion de la discussion. En même temps, je vous préviens que je crains énormément les questions sur ce thème-là, parce que je ne suis pas un formateur moi-même, en tout cas je ne forme plus en musique traditionnelle depuis très très longtemps. Et quand on présente une communication qui peut être très schématique et courte, on peut être amené à réduire de façon très très forte autant d'expériences individuelles qui sont là et dont je suis sûr qu'elles sont dans la richesse et dans la complexité. Je me lance. Donc tu évoquais évidemment la métaphore de Maurice Fleuret, sur laquelle je pense François interviendra tout à l'heure. Est-ce que selon toi on peut faire une sorte de paradigme entre l'opposition des deux esthétiques et ensuite dans le temps des différents modes d'apprentissage que tu as qualifiés donc de planifié ou de plus personnel. Est-ce qu'on peut arriver à mettre dans un même paradigme, je ne sais pas, l'esthétique que je n'ose pas qualifier de bourgeoise évidemment, avec un parcours planifié. Voilà, est-ce que le verre et le fruit, enfin, est-ce que le verre a été mis des deux côtés de la pomme, si je peux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Je vois à peu près. Désolé. Franchement, je ne sais pas. J'ai du mal à te répondre parce que je ne connais pas suffisamment le milieu des formateurs et le milieu institutionnel de l'enseignement musical. Je le connais un petit peu comme ça, mais pas suffisamment. Je pense que dans cette salle, naturellement, il y a des gens qui le côtoient quotidiennement et qui ont beaucoup plus de réponses et d'observations que je pourrais en avoir. Mais je pense que ce n'est pas du tout une affaire d'esthétique, l'aspect planifié ou non, finalement. Et je ne veux pas ramener ça à ma propre expérience personnelle, mais moi, j'ai vécu justement quelque chose qui est complètement de l'ordre du non planifié et dans le domaine de la musique savante. Donc j'ai vécu quelque chose qui est vraiment une expérience de type compagnonique, à travers ma formation au violon, par exemple. Et pourtant, j'étais avec un professeur de conservatoire, et pourtant, j'étais dans cette approche-là de l'enseignement musical. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d'esthétique, en réalité. Je crois qu'il y a des gens qui enseignent la musique dite savante de façon très, très différente aujourd'hui, en intégrant des techniques liées autour de l'expression corporelle, des quantités de choses qui n'existaient évidemment pas il y a 40 ou 50 ans. En tout cas, moi, que je n'ai pas connu, j'ai connu peut-être autre chose, mais je sais que dans les conservatoires et les écoles de musique, à cette époque, quand j'ai commencé à faire du violon, on ne pratiquait pas du tout ce type de pédagogie-là. Je pense que les choses ont beaucoup avancé. Et peut-être que les musiques traditionnelles ont fait progresser aussi, et d'autres types de musique, cette réflexion pédagogique. C'est possible.
Mais ça, c'est plutôt les formateurs ici qui pourraient en témoigner. En tout cas, ce que je pense, c'est que le ver dans la pomme, c'est une belle image, mais il faut bien se garder de présenter les choses de façon dichotomique, à quelque niveau que ce soit. Il n'y a pas de rupture entre l'écriture et l'oralité, il n'y a pas de rupture entre musique dite traditionnelle et musique dite savante. Il n'y a pas de rupture, je pense, même si je choque certains en disant cela, entre les associations, les écoles de musique et les conservatoires, etc., etc. Je pense qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus transversal, et qui doit peut-être être réfléchi à un autre niveau. Je le crois aussi. Hein. Enfin, pour ce que j'ai vu sur l'aspect polyphonique, évidemment. Je garde le micro 30 secondes. Ce que tu as présenté de ce mode d'apprentissage et du haut niveau de technicité, finalement, qui était celui des ménétriers, on constate exactement les mêmes choses dans le domaine vocal, notamment dans les chantres qui concours pour rentrer dans une maîtrise, des chantres qui pratiquent la polyphonie niveau 1, qui est à peu près celle que l'on pratique ici, mais qui en maîtrise 24 niveaux supplémentaires dans toutes les maîtrises des grandes cathédrales d'Europe et des églises, peut-être pas de villages, mais de villes petites ou moyennes, quoi. Donc voilà, tout ce système existe également du point de vue du chant jusqu'à la VAE dont tu as parlé. Merci. Mais écoutez, je vous propose que nous... Non. Il y a une question? Oui, juste pardon, une petite Cyril. question. Alors évidemment, on est vraiment d'accord avec cette histoire qu'il ne faut pas construire des ruptures là où il n'y en a pas et où il y a peut-être plus de passages et plus de complexité entre des dispositifs d'apprentissage qui en plus coexistent au même moment historique. Par contre, là où peut-être il y a des différences, c'est avec la dimension politique de tous ces systèmes d'apprentissage. Parce que les ménétriers, c'est une corporation, donc ça se base sur le pouvoir royal qui leur donne l'autorité d'être ce qu'ils sont. Et puis on voit avec le revivalisme et puis avec le changement de politique culturelle à la fin du XXe siècle, une autre orientation politique. Et est-ce que malgré tout, cette dichotomie politique, elle est peut-être plus dure que la dichotomie qui existe en fait dans la pratique musicale. Et qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce point-là, sur la dimension politique de ces dispositifs? Oui, ça je suis absolument d'accord avec ta remarque, et j'aurais beaucoup à dire. J'ai peur que ça nous amène un peu loin. Simplement, je ne fais que reprendre là, parce qu'on va passer la parole à un autre intervenant, ce que je disais tout à l'heure, à savoir que dans l'institution, dans l'école de musique, dans le conservatoire, enfin maintenant on dit conservatoire partout, dans les conservatoires, les instruments traditionnels qui ont droit de citer sont les instruments les plus emblématiques des régions dans lesquelles les institutions fonctionnent, quoi. Et donc ça me semble être une réponse politique à la question que tu formules. Quand on est en marge de ces cultures-là, et il y a beaucoup de gens qui sont en marge, bien sûr, comme partout, ils n'ont pas la place dans l'institution, ou très peu. Et pourtant, il y aurait beaucoup à faire.